Comment stopper le divorce et rebâtir son mariage, même en étant séparé de son épouse? Donc on va voir ça en 5 étapes. La première étape, ça va être de guérir vous-même et laisser à votre épouse le temps de guérir. Deuxième étape, développer votre autonomie émotionnelle, donc pour ne plus être émotionnellement dépendant de votre épouse, mais autosuffisant. Troisième étape, renforcer votre estime de vous-même avant d'aller voir votre épouse pour être attirant. Quatrième étape, reprendre contact avec votre épouse. Et la cinquième étape, c'est restaurer la confiance entre vous et votre épouse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tessa et j'aide les hommes au bord du divorce à sauver leur mariage. Peut-être que vous m'avez déjà vu dans les shorts ou les réels sur Instagram ou dans les shorts YouTube ou peut-être sur TikTok. Donc me voilà aujourd'hui pour vous expliquer comment sauver votre mariage. Et également, si vous êtes dans la situation où votre épouse est partie, a quitté le foyer, ou c'est vous qui avez quitté le foyer, elle vous a dit qu'elle vous détestait, elle est probablement avec un autre homme et vous ne savez plus comment faire, vous ne savez plus vers qui vous tourner pour sauver votre mariage, j'ai créé une masterclass de 2 heures où je vous explique exactement en détail comment vous avez fait pour vous retrouver dans cette situation où votre mariage s'est dégradé. Donc je vous détaille comment le mariage s'est dégradé et comment sauver votre mariage, comment le reconstruire. Je vous explique tout ça en détail dans cette masterclass de 2 heures. N'hésitez pas à vous inscrire, le lien est en description. Et ensuite, vous aurez à la fin la possibilité de prendre un appel téléphonique, vidéo avec moi si vous souhaitez rejoindre mon programme. Donc la première étape, ça va être de guérir et laisser à votre épouse le temps de guérir. Ce que j'entends par guérir, c'est déjà dans un premier temps de vous rendre compte que même si elle a demandé le divorce, elle vous aime. Donc c'est pas parce qu'elle a demandé le divorce qu'elle ne vous aime plus. Vous avez vécu des choses ensemble, vous avez eu des réalisations ensemble, vous avez eu de l'intimité ensemble, vous avez eu une mission de vie ensemble, il y a eu des hauts, des bas, vous avez vécu des émotions ensemble, vous avez été vulnérables l'un envers l'autre. Et c'est impossible que cette connexion soit partie, qu'elle ait tout oublié. Elle s'en souvient, elle vous aime, mais malheureusement, sa douleur est plus forte. Même si elle a vécu des émotions intenses avec vous, positives, mais que sa douleur est plus forte. Dans ce cas-là, c'est normal qu'elle demande le divorce pour cesser, pour arrêter et stopper cette douleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Il faut simplement que la douleur baisse suffisamment pour que l'amour puisse remonter à la surface, puisqu'elle puisse se rendre compte qu'elle vous aime encore. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut absolument sortir de l'état de victimisation et de culpabilité. 2 faces d'une même pièce, j'ai envie de dire. Il faut se pardonner et pardonner à votre épouse. Et pour ça, du coup, il faut sortir de la victimisation et sortir de la culpabilité. Ce que j'entends par victimisation, c'est de vous dire, si elle a demandé le divorce, c'est de sa faute, elle m'a trahi, elle m'a abandonné, elle avait promis de rester avec moi, mais voilà, je ne peux pas lui faire confiance puisqu'elle a trahi ma confiance, tout est de sa faute. Si elle avait fait les choses comme ci, comme ça se serait bien passé, tout est entièrement de sa faute et vous n'avez aucune responsabilité. Ça, en réalité, c'est pour vous décharger. C'est une façon pour vous de vous décharger, de décharger le travail sur votre épouse. Puisque si c'est à elle de faire tout le travail, c'est à elle de changer, vous n'avez plus rien à faire si tout est de sa faute. Qu'est-ce que vous avez à faire? Rien du tout, à part siroter un cocktail sur la plage. Or, c'est totalement faux. Vous savez que vous avez une part de responsabilité. Mais d'un autre côté, parfois, vous tombez dans l'autre extrême. Et l'autre extrême, c'est se culpabiliser. Se dire, c'est de ma faute. Essayer de se flageller. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est parce que j'ai fait ci, j'ai pas été assez ceci, assez cela. Et c'est pour ça qu'elle m'a quitté. C'est pour ça qu'elle est partie avec un autre homme. Ça, c'est une autre façon de se déresponsabiliser, de ne pas faire le travail. Parce que plus vous flagellez, plus vous sombrez dans des émotions négatives et moins vous êtes apte à faire le travail sur vous. Vous êtes paralysé puisque au lieu de faire le travail, vous êtes en train de vous culpabiliser en pensant que c'est ça qui va faire en sorte que votre épouse revienne. Or, se culpabiliser et se flageller comme ça, être mal, ce n'est pas ça qui va ramener votre épouse. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que vous êtes en train de vous responsabiliser. Se flageller n'est égal pas à se responsabiliser. Se flageller, c'est juste perdre du temps. Vous perdez du temps et en plus, vous ressentez des émotions négatives. Vous vous enfermez dans des émotions négatives au lieu de vous dire, oui, certes, j'ai pas fait, il y a certaines choses que j'ai mal faites. Effectivement, je me rends compte, mais maintenant, comment aller de l'avant? C'est ça que vous devez faire. Et non pas vous culpabiliser ou être une victime, vous victimiser. L'un et l'autre ne mènent nulle part, ils ne mènent à rien. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, du coup, c'est le cercle que j'appelle de contrôle. Il faut savoir que
ce que vous pouvez faire, et ça c'est vos choix, vos pensées, vos actions, ce que vous pouvez influencer. Et ce que vous pouvez influencer, c'est votre environnement, c'est l'énergie que vous dégagez. Est-ce que vous dégagez une énergie positive ou négative? Comment vous vous présentez au monde? Comment vous vous présentez à votre épouse? Ça, vous pouvez le choisir. Par contre, ce que vous ne contrôlez pas, c'est les actions et les choix de votre épouse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler ses pensées, vous ne pouvez pas contrôler ses choix, ses actions, ses décisions. Donc ça, il n'y a que elle qui peut les contrôler. Or, si vous vous focalisez uniquement sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous allez vous sentir impuissant et ça va vous faire sombrer dans une sorte d'impuissance et vous allez vous sentir triste, vous allez vous sentir déprimé, comme si la vie, vous n'avez pas plus le contrôle de votre propre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir, il faut délimiter ce que vous contrôlez et ce que vous ne contrôlez pas, et à ce moment-là, vous vous focalisez uniquement sur ce que vous contrôlez pour reprendre le pouvoir, et du coup ça va vous aider à guérir. Et d'un côté, vous allez laisser en même temps cet espace, ce temps, le temps de guérison, vous allez le laisser également à votre épouse. Comme ça, elle aura le temps aussi de faire le deuil et d'apaiser ses émotions, la colère, la tristesse, les ressentiments qu'elle ressent envers vous. La deuxième étape, ça va être de développer votre autonomie émotionnelle. Pourquoi? Parce que pour la plupart, lorsque votre épouse a demandé le divorce, vous vous êtes senti totalement perdu. Or, vous ne pouvez plus dépendre de quelqu'un d'autre pour répondre à vos propres besoins émotionnels. Vous devez y répondre par vous-même. Pourquoi? Parce que vous devez être complet. Vous devez être complet et vous combler à vous-même. C'est que comme ça que, ensuite, en repartant dans une relation, vous êtes capable d'apporter à une personne. Parce que si vous n'êtes pas complet, vous allez seulement prendre à la personne. Donc il n'y a aucun intérêt pour cette personne d'être avec vous. Il n'y a aucun intérêt à votre épouse de revenir vers vous, de se remettre, de se réconcilier avec vous, puisque vous n'avez rien à lui apporter. Vous êtes déjà à moitié vide. Vous devez être complet totalement, sans elle, sans personne. Vous devez compter uniquement sur vous-même. Il y a 5 principaux besoins émotionnels auxquels vous devez répondre par vous-même. Le premier, c'est le besoin d'amour et de connexion. Pour ça, vous devez pratiquer l'autocompassion. Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, vous devez être content de vous. Même si vous avez fait des efforts, vous n'avez pas atteint l'objectif, vous devez vous dire j'ai fait du mieux. J'ai fait du mieux que je pouvais, même si j'ai pas atteint mon objectif, c'est déjà bien, vous devez vous féliciter. Et vous devez aussi appartenir à un groupe. C'est-à-dire que faites du sport, faites par exemple du tennis ou bien du foot, appartenez à un groupe pour créer de la connexion avec d'autres personnes. Ça va vous créer ce sentiment d'appartenance que vous aviez avec votre épouse. Puisqu'elle n'est plus là, vous devez le remplacer. Et même si elle revient avec vous, vous devez le garder parce que, comme je vous ai dit, vous devez combler vos propres besoins émotionnels par vous-même. Et vous devez vous féliciter, noter sur une feuille de papier, s'il le faut, vos 4 qualités pour sentir que vous avez une valeur en tant qu'être humain. Vous n'avez pas besoin de votre épouse pour avoir une valeur. Même si vous êtes seul, célibataire, vous valez quelque chose quand même en tant qu'être humain. Vous avez des compétences. Vous êtes une personne unique. Vous avez votre unicité. Une personne va vous accepter tel que vous êtes. Et de toute façon, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous valider, puisque vous vous validez vous-même. Le deuxième besoin émotionnel, ça va être le besoin de sécurité. Pour avoir cette sécurité, il faut vous créer un environnement sécurisant. Et pour avoir un environnement sécurisant, il faut avoir une certaine routine. Dormir à 22h, se lever à 8h et le lendemain dormir à minuit et se relever par exemple à 10h, ça n'a aucun sens. Il faut se créer une routine, c'est que comme ça que votre corps, votre esprit sera à l'aise. Puisque vous devez être dans un environnement quand même sécurisant et rassurant. Or, si vous êtes instable, tous les jours une nouvelle routine, tous les jours de nouveaux événements, vous mangez comme si un jour comme ça, etc. Il faut manger bien déjà, être physiquement en bonne santé et avoir une routine tous les jours. Vous faites telle chose à telle heure, vous allez lire à telle heure, vous allez vous coucher à telle heure. Il n'y a que comme ça qu'on se sent bien et la majorité des êtres humains fonctionnent comme ça. C'est rare que les gens aiment aller en boîte de nuit, enfin que le corps puisse supporter aller en boîte de nuit tous les jours, rentrer à telle heure, etc. C'est fatigant, c'est usant. Sur le long terme, ça ne peut pas durer. Donc même si je sais qu'en ce moment, c'est une situation difficile, vous avez l'impression de ne plus avoir vos repères parce que vous n'êtes plus en couple, peut-être que c'était votre épouse qui faisait toutes les démarches administratives, c'était elle qui faisait la maison, le ménage, qui faisait absolument tout, et actuellement là, vous êtes totalement seul, donc vous vous sentez dérouté, vous avez l'impression que vous n'avez plus le pouvoir sur votre propre vie, que c'était votre épouse qui avait ce pouvoir-là et qui pouvait régler l'horloge à la
minute près. Sauf que vous en êtes capable. Par contre, il va falloir faire cet effort de mettre en place une routine régulière. Mais vous ne pouvez pas tout modifier d'un seul coup, c'est impossible, vous allez être submergé. Donc vous modifiez seulement une chose, une habitude à la fois. Une fois que vous avez pris en compte cette habitude, que vous êtes habitué, que votre esprit s'est habitué pendant une vingtaine de jours, puisque en général ça prend 20 jours pour être habitué à quelque chose. Donc vous prenez une vingtaine de jours et ensuite vous rajoutez une nouvelle chose, une nouvelle routine. Vous faites pas à pas, petit à petit, puisque Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc ça ne sert à rien de vouloir tout faire et être submergé et ensuite abandonner. Ça n'a aucun sens. Le troisième, ça va être le besoin de reconnaissance et de valorisation. Et pour ça, il va falloir se redonner de la valeur. Donc il va falloir se fixer de nouveaux défis. Donc si vous allez souvent à la salle de sport et que vous avez un défi, vous voulez avoir plus de muscles ou bien vous voulez perdre du poids, fixez-vous ces objectifs. Ou bien si vous allez au foot, vous voulez gagner certains matchs ou vous voulez courir peut-être plus vite, vous vous chronométrez, vous faites souvent de la course. Alors là, chronométrez-vous et fixez-vous de nouveaux objectifs. Ça va vous permettre à votre esprit déjà de se dépasser et surtout vous de savoir que vous avez une valeur et de vous auto-féliciter. Puisque si vous réussissez, vous serez content, vous serez dans la gratitude et pratiquez surtout la gratitude, c'est très important. Quand vous faites quelque chose de bien, félicitez-vous. Des fois, on n'y pense pas. Même aux petites victoires, on n'y pense pas parce qu'on a un objectif lointain. Sauf que l'objectif lointain, on va prendre du temps à l'atteindre. Et si en attendant, on ne profite pas, comment on va faire? On sera malheureux pendant tout le chemin, ça sert à rien. Sinon, dans ce cas-là, le chemin ne vaut rien, ne sert à rien. C'est comme jouer aux échecs ou bien jouer aux jeux de société avec de la famille ou avec des amis. Ce qui compte, c'est pas la fin du jeu. Sinon, ça ne sert à rien de jouer. C'est le plaisir que vous prenez à jouer avec les personnes que vous aimez. C'est ça qui va vous détendre. Vous allez apprendre l'un de l'autre. Vous allez rire. Il va se passer des choses. Émotionnellement, ça va être enrichissant. Et c'est ça qui compte. C'est pas la fin. Donc, félicitez-vous tous les jours. À chaque fois que vous avez une petite victoire, même la plus petite, vous avez l'impression que c'est insignifiant. Ben si, en fait. Félicitez-vous. Achetez-vous. Moi, j'adore la pâtisserie, donc j'achète que ça. Et j'adore aller au cinéma. Donc, je vais me faire plaisir par ces moyens-là ou me regarder un film d'horreur. Donc ça, c'est mes trois passions. Et vous, si vous avez des passions, peut-être des passions que vous voulez restreindre, donc comme manger de la pâtisserie, manger des sucreries, là, à ce moment-là, quand vous avez une petite victoire, c'est l'occasion de vous féliciter et donc de succomber à toutes ces petites sucreries. Ensuite, quatrième, c'est le besoin de liberté et d'autonomie. Pour développer ce besoin-là, il va falloir apprendre à faire les choses seul. Et comme je sais que pour la plupart vous faisiez tout avec votre épouse, vous avez l'habitude qu'elle organisait peut-être les vacances, les voyages, etc. Là, ça va être à vous de vous gérer et de faire tout seul. Donc il va falloir sortir seul. Par exemple, aller au restaurant seul. Je sais que ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit le restaurant c'est uniquement pour les amoureux, c'est quand on est en famille, quand on est avec des amis. Mais non, vous avez le droit. Je vous le dis, vous avez le droit d'aller au restaurant seul. Ça m'arrive aussi de le faire toute seule. Et même le jour de la Saint-Valentin, en réalité, vous avez le droit de vous dire je m'aime. Vous vous offrez des fleurs, vous allez au restaurant et puis voilà, pour vous dire que vous aimez, tout simplement. Ou bien même dans la journée ou dans d'autres occasions, peu importe, où vous allez au cinéma seul. Moi j'ai l'habitude, mais je pense que vous aussi vous avez déjà l'habitude. Vous prenez une carte à Gaumont, UGC, peu importe, et vous allez au cinéma. Vous vous félicitez, vous prenez du temps pour vous. Et vous pouvez aussi aller en voyage seul. N'hésitez pas à aller en week-end tout seul. Je sais que ça peut paraître effrayant si vous avez été avec votre épouse pendant une dizaine d'années, vous avez tout fait avec elle, uniquement avec elle. Ça peut paraître effrayant, mais il faut sortir de votre zone de confort. C'est que comme ça que vous allez apprendre à être libre. Ça va vous permettre de développer une nouvelle perspective de la vie. Et vous allez apprendre aussi à rencontrer de nouvelles personnes, à faire de nouvelles rencontres et être un peu plus sociable. Ensuite, le cinquième, c'est le besoin d'accomplissement. Le besoin d'accomplissement, vous le savez déjà, c'est-à-dire vous posez, vous fixez des objectifs un peu lointains, donc comme par exemple des objectifs professionnels un peu durs, des objectifs personnels un peu durs, donc plus durs que peut-être juste des objectifs physiques. Et à ce moment-là, vous vous focalisez là-dessus, pas en étant obsédé par ça, puisque comme j'ai dit, ce qui compte, c'est le voyage, sinon ça n'a aucun sens, mais c'est quand même bien d'avoir cet objectif. Et ensuite, vous faites une feuille de route pour savoir quels sont les points, les stops que vous devrez rencontrer
pour atteindre cet objectif. Et après, vous vous focalisez uniquement sur les petits stops, les petits points entre le moment où vous êtes actuellement, le point A, jusqu'au point B, c'est-à-dire votre accomplissement. Ça va vous permettre de grandir et de vous sentir unique, de vous sentir déjà bien dans votre peau. Toutes ces 5 choses, vous devez absolument vous focaliser là-dessus, messieurs, si vous voulez être émotionnellement suffisant. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez repartir vers votre épouse, j'ai envie de dire, parce que même si vous y allez et que vous n'avez pas fait ce travail, ça ne pourra que mal se passer, puisque imaginez qu'elle vous dise quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Vous allez réagir mal, c'est-à-dire que toutes vos réactions seront basées sur les actions et les comportements de votre épouse. Toutes vos émotions seront contrôlées par votre épouse. Vous serez sous le contrôle, sous l'emprise de votre épouse. Or, ça n'a aucun sens. Votre épouse ne peut pas vous accepter tel que vous êtes actuellement. Elle a besoin d'un nouvel homme, d'un nouvel homme épanoui, qui peut lui apporter. Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux lui apporter avant de vouloir vous réconcilier? Parce que si vous voulez vous réconcilier juste pour être avec elle, parce que vous, ça vous fait du bien, ce n'est pas de l'empathie, c'est de l'égoïsme. La 3e étape, renforcer votre estime de vous-même. Donc on a vu dans la 2e étape qu'il fallait développer votre autonomie émotionnelle. Je vous ai dit comment répondre à vos propres besoins émotionnels, mais maintenant il va falloir renforcer cette estime que vous avez créée. Et pour ça, il va falloir prendre soin de l'environnement dans lequel vous vivez. L'environnement, c'est quoi? C'est les gens avec qui vous êtes, les gens avec qui vous parlez. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, vous allez être influencé par l'état d'esprit des personnes qui vous entourent. Donc si elles ont un mauvais état d'esprit, vous allez automatiquement vous sentir mal, ça va vous faire régresser. Donc soit vous serez avec des personnes qui vont vous permettre d'évoluer, de devenir un homme meilleur, ou soit vous allez être avec des personnes qui vont vous faire régresser dans votre travail sur vous. Et je décompose ces personnes en 3 types. Alors le premier type, c'est les personnes qui vous critiquent, qui sont totalement toxiques, qui vous rabaissent, qui vous dévalorisent. Dans ce cas-là, même si c'est la famille, dans ce cas-là, je ne vous dirais pas de totalement couper tout le contact avec eux, mais au moins prendre vos distances, parce que vous devez prendre soin de votre santé mentale. Et si c'est même pas de la famille, c'est pas des amis, c'est pas des personnes que vous aimez foncièrement, que vous aimez intérieurement, profondément, dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire avec ces personnes-là. Après, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Vous faites vos propres choix. Moi, je suis là pour vous conseiller, pour vous guider. Mais je vous conseille de totalement couper le contact avec ces personnes, puisque vous devez prendre soin de vous avant tout, sachant qu'en ce moment, c'est une période difficile pour vous. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des personnes qui vous font régresser et qui vous tirent vers le bas. Et vous devez aussi prendre soin, muscler votre santé mentale, muscler votre cerveau, votre état d'esprit. Vous devez aller mieux, vous devez être heureux. Et ça, c'est le plus important. Vous devez être heureux, pas forcément pour votre épouse, mais avant tout pour vous-même, pour votre propre bonheur, pour votre propre épanouissement. Donc, ces personnes-là, il faut les mettre de côté. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est les personnes qui vous critiquent, mais qui font des critiques constructives pour que vous puissiez évoluer. Ils vous disent, ah oui, là, ça ne va pas, mais ils expliquent pourquoi. Et leur explication a un sens. Donc, dans ce cas-là, oui, on peut prendre cette critique, on peut les prendre pour s'améliorer, parce que elles le font pour notre propre bien. Elles le font pour votre bien. Elles font ça pour que vous puissiez être meilleur, peut-être que vous puissiez être beaucoup plus heureux, parce qu'il y a des choses qui peut-être vous bloquent psychologiquement et elles veulent que vous passiez palier. Donc elles sont là pour vous élever vers le haut. Donc ces personnes-là, on prend leurs critiques, il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me pose problème, c'est la 3e catégorie. La catégorie des personnes qui vont dans votre sens. Vous allez me dire, c'est bizarre, t'es ça. Ces personnes-là vont dans notre sens, mais tu nous dis de nous méfier. C'est quand même assez étrange. Oui, je vous dis de vous méfier. Pourquoi? Je vous le dis ça, mais je vous dis ça pour une raison. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, et ces personnes-là, en réalité, vont booster votre ego. Booster votre ego de quelle façon? En vous disant que elle ne vous mérite pas. Si elle est partie, c'est pas grave. Passe à autre chose. Tu as tout donné, tu lui as tout donné, tu as tout fait pour elle, regarde, elle a une maison, elle a ceci, elle a cela, tu as tout fait pour elle et finalement elle n'a pas été reconnaissante envers toi, elle ne vaut rien, quitte-la, t'inquiète pas, tu trouveras mieux, etc., etc. Ils sont en train de booster votre ego puisque actuellement, malheureusement, vous êtes comme dans une phase de purgatoire. D'un côté, vous essayez d'aller de l'avant, de sortir de la victimisation et de sortir de la culpabilité.
Et d'un autre côté, il y a certaines personnes qui vont vous rattraper, qui vont essayer de vous tirer vers encore ce côté de victimisation. La victimisation, comme j'ai dit, c'est moi je n'ai rien à faire, je suis trop bien, je suis un homme complet, c'est à elle de travailler, c'est de sa faute, il faut qu'elle change. Ce n'est pas à moi de changer. C'est cette façon-là de réfléchir qu'il faut absolument quitter. C'est cette victimisation qu'il faut abandonner. Et ces personnes-là vont vous pousser à revenir vers la victimisation en vous disant que oui, c'est de la faute de votre femme et que vous êtes un homme bien, vous n'avez rien à faire, vous n'avez rien à vous reprocher. Or, il y a certaines choses que vous auriez pu faire pour changer la situation, pour influencer la situation positivement et que vous n'avez pas fait. On s'en fiche de ce que votre femme a fait de mal, puisque comme je vous ai dit, on ne peut pas contrôler votre épouse. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous influencez votre environnement. Et malheureusement, vous ne l'avez pas influencé, vous êtes laissé plutôt influencer par les émotions négatives de votre femme, peut-être par le mauvais comportement de votre femme. Donc, tous les deux, vous vous êtes tirés vers le bas. Mais à un moment donné, il n'y a personne qui s'est réveillé et qui a dit « Bon, on va couler tous les deux, donc il faudrait peut-être que je nous sauve. » Personne n'a pris cette décision de vous sauver. Pas votre femme, tant pis. Mais pas vous non plus. Et actuellement, c'est vous qu'elle a quitté, c'est pas elle. Je ne m'adresse pas à votre femme, je m'adresse à vous. Donc c'est à vous de prendre cette initiative, de vous responsabiliser et de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Sachant que les personnes qui vous conseillent, donc les amis, la famille, souvent ils ont eu des expériences malheureusement négatives. Après, je ne vous connais pas personnellement, je ne sais pas qui est votre famille, quelles sont leurs expériences, vos amis, etc. Là, je parle de manière générale. Souvent, c'est des expériences négatives qu'ils ont vécues en couple et ils n'ont pas réussi à sauver leur couple, donc les conseils qu'ils vont donner, ça va dans ce sens, ça va dans le sens de moi j'ai pas réussi à sauver mon couple, donc personne ne le peut de toute façon si moi j'ai pas réussi. Parce que malheureusement pour la plupart, ils ont l'impression que leur situation, leur cas, si eux ils n'ont pas réussi, c'est-à-dire que personne ne va réussir parce que eux ils sont tellement bien que voilà quoi, si c'est pas eux qui ont réussi, ce sera pas vous non plus. Souvent c'est la manière de penser de ces personnes-là. Donc les conseils qu'elles vont vous donner vont aller dans ce sens, dans le sens ça n'a pas marché, donc voilà, je lui dis qu'il doit abandonner puisque ça ne marchera pas, peu importe ce qu'il fera, puisque moi non plus ça n'a pas marché. Et elle ne peut pas vous donner des pistes de réflexion pour que vous puissiez évoluer. Elles ne peuvent pas vous aider à réfléchir, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas avec qui vous sortez, je ne sais pas qui sont vos amis, je ne dis pas qu'elles sont bêtes, c'est pas parce qu'elles sont bêtes ou parce qu'elles ne sont pas intelligentes, mais parce que la plupart des gens n'ont pas développé leur empathie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que s'ils n'ont pas développé leur empathie, leur priorité quand ils discutent avec vous, ça va être quoi? Ça va être de vous donner une réponse le plus rapidement possible, la plus confortable pour eux, pour se décharger le plus rapidement possible. Et en général, ce type de réponse, c'est des réponses binaires. Oui, non, vrai, faux, bleu, blanc, noir, blanc, etc. C'est des réponses qui ne demandent pas de réflexion parce qu'elles n'ont pas envie de perdre du temps, elles n'ont pas envie de dépenser de l'énergie à réfléchir avec vous. Donc ces réponses ne vont vous emmener nulle part, alors qu'en réalité elles devraient plutôt vous pousser à réfléchir. Si vous êtes en colère contre votre femme, vous dites à votre ami « je suis en colère contre ma femme », la personne elle est censée vous dire pourquoi, elle est censée chercher les réponses, vous pousser à réfléchir pour trouver l'origine, la source réelle de vos angoisses, de votre colère, pour chercher, parce que si vous grattez uniquement en surface, vous aurez une réponse aussi de surface, et les réponses de surface et les solutions de surface malheureusement ne durent pas, ce sont des solutions temporaires. Vous n'aurez pas l'origine du problème, vous ne pourrez pas retourner à l'origine, et il n'y a que l'origine. Quand vous connaissez l'origine, vous savez déjà ce que vous devez faire. Ces personnes ne peuvent pas vous pousser à réfléchir de cette façon, puisqu'elles ne veulent pas perdre leur temps, entre guillemets, avec vous. Elles ne veulent pas dépenser de l'énergie. De manière générale, elles sont un peu plus feignantes. Alors qu'une personne qui est empathique, elle va chercher à comprendre qu'est-ce que vous ressentez. Elle va chercher à vous aider à trouver des solutions. Elle ne va pas se contenter de réponses de surface. Quatrième étape, reprendre contact avec votre épouse. Alors cette étape, elle est cruciale, c'est-à-dire que vous devez absolument avoir fait le travail en amont, avant de reprendre contact avec vous. Parce que même si vous vous sentez bien, vous sentez que vous avez changé, elle ne le sait pas. Donc quand vous
allez reprendre contact avec elle, sachez que vous allez vous faire rejeter. Et si vous n'êtes pas émotionnellement indépendant, autosuffisant, comme je l'ai dit, et que vous n'avez pas une profonde estime de vous, vous ne vous aimez pas autant que plus que vous aimez votre femme, vous allez abandonner. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur vous. Vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas bâcler cette partie. Et quand vous êtes prêt, uniquement quand vous êtes prêt, vous allez revenir vers votre épouse. Elle ne saura pas que vous avez changé. Elle va vous tester. Elle va tester vos limites coup après coup. Jour après jour. Donc vous devez être prêt, vous devez être solide, vous devez savoir qui vous êtes. Et il faut que ce ne soit pas un effort pour vous, il ne faut pas que ce soit dur, difficile, il ne faut pas que vous soyez gainé, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit totalement fluide. Même si elle vous rejette, vous vous y attendez. Il n'y a pas de souci, elle m'a rejeté, je vais réessayer. Je vais réessayer encore et encore. Et ça ne doit pas être une torture pour vous, ça ne doit pas être une corvée pour vous. Si c'est une corvée, ça veut dire que vous n'avez pas réellement changé. D'où l'importance des 3 premières étapes. Donc, pour reprendre contact avec elle, ça va se faire en 3 étapes. Déjà, la première étape, c'est de lui envoyer un message. Si elle ne vous a pas bloqué, vous pouvez lui envoyer un message par texto, totalement naturel, comme si vous parliez à un ami. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit chargé émotionnellement. Ne lui faites pas des lettres d'amour. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. Non. Je t'aime, j'ai changé. Ne faites pas de fausses promesses, bien évidemment. Ne dites pas j'ai changé, regarde, je suis un homme nouveau. Il faut qu'elle le ressente. Vous n'avez pas à lui dire, vous n'avez pas à lui prouver. Sachant que ça va encore plus augmenter sa barrière défensive puisqu'elle va se poser des questions. Elle va se dire, mais celui-là, il m'a déjà dit à plusieurs reprises, ce que vous avez fait à plusieurs reprises pendant le mariage, vous lui avez toujours dit, je vais changer, j'ai changé, regarde, peut-être que ça a duré 2-3 semaines et ensuite vous êtes retombé dans vos travers puisque le naturel reprend toujours le galop. Vous ne pouvez pas tromper éternellement quelqu'un et vous ne pouvez, les habitudes en fait reviennent toujours à la surface. Le naturel revient. Donc vous avez peut-être tenté 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais ensuite vous êtes revenu à la personne d'avant. Vous l'avez fait à plusieurs reprises. Quand elle vous a demandé le divorce, vous avez probablement essayé. Ça ne m'étonnerait pas que vous avez essayé de l'amadouer, de la manipuler pour la faire croire que vous avez changé. Et en fait, vous êtes retourné dans vos travers. Elle a vu que, en fait, elle vous a un petit peu testé. Elle a un petit peu testé vos émotions et elle a vu qu'en fait, non, vous êtes toujours en colère, vous êtes toujours triste, vos émotions dépendent toujours d'elle. Donc, en fait, vous n'avez pas changé. Donc là, même si vous faites de grandes phrases, vous lui faites des lettres d'amour, des lettres envenimeuses, comme dans un film Netflix, digne d'un film Netflix, ça ne fonctionnera pas puisqu'elle va plus se laisser berner. Elle va se dire, mais cet homme m'a déjà berné à plusieurs fois, de plusieurs reprises dans mon mariage. Je me suis fait berner pendant plusieurs années. Et je me suis fait berner, dès que j'ai demandé le divorce, il a essayé de me berner encore une fois, j'ai essayé de replonger, j'ai replongé, j'ai succombé. Si je me fais reberner encore, je suis une idiote. En fait, elle va perdre son estime d'elle-même si elle se fait encore arnaquer, entre guillemets. Elle se fait berner à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous pensez? Vous allez juste détruire la confiance de votre épouse. Donc ne faites aucune promesse. Laissez ça. Vous lui envoyez un message comme si vous envoyez un message à un ami. C'est juste pour reprendre le contact. C'est pour ça que j'ai appelé cette étape juste reprendre le contact. Et si votre épouse vous a bloqué, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus la contacter par SMS, pour la plupart, je sais que vous n'avez pas TikTok, vous n'avez peut-être pas Instagram, c'est quoi que certains, vous m'avez vu sur Instagram, puisque j'y suis, n'hésitez pas à vous abonner, sur Instagram ou bien sur Facebook, elle vous a bloqué partout. Donc dans ce cas-là, vous pouvez lui envoyer une lettre, mais juste pour reprendre le contact, ou bien vous envoyer un mail. Maintenant, le problème c'est que, comme je vous dis, si elle vous a bloqué en plus, elle ne va pas répondre. Ou même si elle ne vous a pas bloqué, c'est possible qu'elle voit votre message, vous le voyez en lu sur WhatsApp ou bien par message, mais elle ne vous répond pas. Donc elle a vu, elle ne vous répond pas. Ou bien par mail, vous ne savez pas si elle a lu ou elle l'a pas lu. Moi je vous le dis, je vous le confirme, elle l'a lu, mais elle ne répond pas. Elle attend de voir ce que vous allez faire. C'est un test. Tout sera un test à partir de maintenant. Ça, vous devez vraiment le comprendre. Parce que si vous n'êtes pas préparé, vous allez tout de suite abandonner et vous allez vous sentir submergé. Vous allez penser que ça ne fonctionne pas, alors que c'est les étapes normales, c'est tout à fait normal. Donc vous allez abandonner pour rien. Donc dans cette période, ça va être difficile puisque elle va faire comme si elle ne voyait pas, comme si elle pensait à autre chose, qu'elle vous a oublié. Donc vous allez commencer à douter. Sauf qu'il ne faut pas douter, il faut redoubler d'efforts. C'est là qu'il faut redoubler d'efforts justement. C'est le contraire de ce que vous devez faire.
votre intuition va vous dire je vais lâcher prise, je vais la laisser. Mais en réalité, c'est le contraire puisque c'est ça qu'elle attend de vous. Elle attend de voir qu'est-ce que vous allez faire si il n'y a plus aucun espoir. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que cet homme m'aime vraiment? Est-ce qu'il a réellement changé? Est-ce que c'est un homme qui est capable de persévérer? Il a vraiment changé, oui ou non? Si vous êtes quelqu'un elle a vu que dans votre mariage que vous étiez quelqu'un qui abandonnait à la moindre au moindre petit conflit, au moindre défi de la vie, ben là, c'est l'occasion de lui montrer que non, vous n'allez pas abandonner, vous êtes quelqu'un de persévérant, vous êtes un nouvel homme. Et c'est comme ça, c'est des petites actions comme ça qui vont montrer que, en fait, vous avez changé. Donc, vous n'avez pas réellement besoin de lui dire. Elle a besoin de le constater d'elle-même et elle pourra le constater uniquement dans vos actions, dans les moments les plus difficiles, quand ce sera vraiment dur, quand elle va vraiment vous tester, elle va mettre un mur devant vous pour voir est-ce que vous allez vous allez réussir à détruire ce mur, est-ce que vous allez même essayer. Et ceux qui abandonnent, bah oui, elle va se dire effectivement il n'a pas changé, il est toujours le même. Si je le reprends, qu'est-ce qui va changer dans notre relation? S'il abandonne toujours au moindre défi, je sais déjà que les conversations, les difficultés ou les conflits vont toujours se passer de la même façon, puisqu'il réagit toujours de la même façon. Si vous avez les mêmes réactions que pendant votre mariage, comment voulez-vous qu'elle pense que vous avez changé? Ce n'est pas possible. Et même si vous n'arrivez pas à reprendre contact avec elle, choisissez d'autres options, il y a d'autres opportunités. Peut-être qu'elle va à la salle de sport, vous connaissez la salle de sport à laquelle elle va. Peut-être qu'elle va, vous savez déjà qu'elle va au cinéma, vous savez qu'elle fait déjà certaines activités. Vous pouvez voir, après je ne dis pas de stalker votre épouse, attention, je ne dis pas de la stalker et de lui courir après et de la suivre un peu partout, harceler votre épouse. Ce n'est pas ça que je conseille. Je vous dis simplement qu'il y a d'autres opportunités que vous pouvez peut-être saisir. Certaines, vous pouvez les saisir, d'autres peut-être pas parce que c'est pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne façon, mais ça, c'est à vous d'évaluer. C'est pour ça que vous devez vous connaître avant tout et vous devez apprendre à savoir comment suivre votre intuition et savoir qu'est-ce que vous devez faire à tel moment. Vous devez être dans l'analyse, savoir analyser les situations pour reconnaître quelles sont les bonnes opportunités à prendre et quelles sont les mauvaises opportunités qu'il ne faut pas prendre. La 5e étape, ça va être de restaurer la confiance entre vous et votre épouse. Jusqu'à maintenant, vous avez repris contact avec votre épouse, mais comme un ami. Donc, vous n'avez pas cherché à la séduire, vous n'avez pas cherché à raviver la flamme, être émotionnel, non, rien du tout. Vous êtes juste venu lui parler comme un ami pour reprendre contact avec elle, pour converser avec elle. Et maintenant qu'on a la possibilité de converser avec elle, on va restaurer cette confiance qui s'est brisée durant la dégradation de votre mariage. Donc pour restaurer la confiance, on va utiliser une bonne communication. C'est-à-dire que, exemple, vous allez lui demander l'autorisation quand vous voulez aborder des sujets un peu plus difficiles, peut-être des conversations ou de l'intimité, des sujets où vous n'êtes pas sûr qu'elle soit prête d'accepter de parler avec vous. Donc vous attendez son accord, vous lui demandez est-ce qu'on peut aborder tel ou tel sujet. Déjà rien que ça, elle va se sentir en sécurité, elle va se dire oui, il attend avant tout, avant de mettre en place, avant d'aborder certains sujets parce qu'il prend en compte mes émotions, il prend en compte mes ressentis, il ne pense pas qu'à lui, il ne fait pas que ce qu'il veut, ce qui lui plaît à lui. Il a changé, c'est un autre homme, enfin il n'a pas totalement changé, mais dans sa tête elle va se dire mais peut-être qu'il a vraiment changé, peut-être qu'il a vraiment changé. Et déjà, rien que ça, se dire ça, c'est le début d'un commencement de nouvelle mentalité, un changement d'état d'esprit. Donc rien que ça, ça va mettre en place certains mécanismes qui vont faire que sur le long terme, elle va changer d'état d'esprit. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Et ensuite, posez-lui des questions pour savoir ce qu'elle ressent. Exemple, par exemple, quand vous allez parler à un ami qui vous dit « je suis malade », qu'est-ce que vous dites? Vous lui dites « mais en fait, je sais qu'il y a une nouvelle solution, il y a un nouveau remède, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait ?» Est-ce que vous lui posez un tas de questions pour avoir un tas d'informations et que vous lui balancez des solutions comme ça pour montrer que vous êtes quelqu'un d'intelligent? Non, vous faites preuve d'empathie, c'est-à-dire que vous allez vous mettre dans le corps de cet ami pour savoir qu'est-ce qu'il ressent, comment il voit le monde, et il va vous expliquer tout ça, et naturellement, les questions que vous allez poser, les discussions que vous allez avoir, les mots qui vont sortir de votre bouche, naturellement, vont être mis en place pour apaiser, pour le comprendre, pour l'apaiser. Puisque actuellement, il est dans une situation où il ne se sent pas bien, il est malade, cet ami est malade. Donc, vous allez être beaucoup plus empathique avec lui, naturellement. C'est pareil avec votre épouse. Je sais que actuellement, vous voulez absolument
sauver le mariage, vous voulez vous réconcilier. Ça, j'ai bien compris que vous voulez vous réconcilier. Sauf que il va falloir mettre de côté ce désir. Vous ne pouvez pas uniquement, quand vous conversez à votre épouse, penser « je veux me réconcilier avec elle, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise pour me réconcilier avec elle, qu'est-ce que je dois pas dire, qu'est-ce que je dois dire, comment je vais faire pour le réconcilier avec elle, pour qu'elle pense que j'ai changé, pour que ceci… » Ce n'est pas possible, vous n'avez pas réussi à vous en sortir, puisque votre esprit sera pris dans tous les sens, vous serez totalement perturbé, vos idées seront perturbées, vous n'allez pas vous sentir bien, et donc votre épouse aura peut-être la sensation, ça je vous le garantis, de se faire manipuler. Si vous contrôlez tous vos gestes, tous vos mots, tout ce que vous dites est un script. Ce n'est pas possible. Elle va se sentir manipulée et ça va encore plus, elle sera encore plus méfiante envers vous. Donc, au lieu de restaurer la confiance, vous allez faire l'état inverse. Vous allez faire totalement l'inverse de ce que vous voulez. Donc, malheureusement, pour que ça ne se produise pas, il faut absolument que ça vienne de vous. Il faut que ce soit naturel. Il faut que ça vienne en vous. Mais pour que ça vienne en vous et que ce soit naturel, tout ce que vous allez lui dire, il faut que vous vous mettiez dans ses chaussettes. Il faut que vous vous mettiez dans son cerveau. Et naturellement, elle va vous dire, elle va se montrer à vous, elle va être beaucoup plus vulnérable, elle va se confier sur certaines choses, pourquoi elle a fait certains choix, pourquoi elle n'a pas fait d'autres choix durant votre mariage ou bien en ce moment. Et même vous, ça va vous apaiser parce que vous allez obtenir des réponses que vous n'avez pas pu obtenir jusqu'à présent. Puisque jusqu'à présent, vous avez simplement anticipé ses intentions, vous avez imaginé que votre épouse avait ci en tête, avait ça, pensait cela de vous, pensait ci, etc. Vous êtes fait plein de films et là vous aurez des réponses constructives qui sortiront de votre bouche, pas que vous aurez inventé dans votre tête. Ça va vous faire du bien d'avoir des réponses. Mais pour avoir ces réponses, il faut qu'elle se sente en sécurité pour vous les donner. Et pour se sentir en sécurité, vous devez vraiment lui donner la sensation que vous prenez en compte ses émotions, ses ressentis, que vous pensez avant tout à son bien-être avant la réconciliation. Puisque la réconciliation, comme je l'ai expliqué, c'est beaucoup plus égoïste, c'est-à-dire que vous pensez que à vous. Vous voulez vous réconcilier pour vous sentir mieux, pour vous apaiser, pour relâcher la pression. Or, ce n'est pas ça le but. Il faut qu'elle aussi, ça lui apporte quelque chose, cette réconciliation. Il faut qu'elle sache que vous êtes un nouvel homme, que vous avez changé, qu'elle peut se sentir en sécurité, que la relation sera une nouvelle relation, un nouveau mariage. Vous allez repartir sur un nouveau départ et qu'elle sera une femme élevée, qu'elle sera une femme beaucoup plus heureuse, tout simplement heureuse puisqu'elle était déjà malheureuse. C'est pour ça qu'elle a demandé le divorce. C'est cette sensation que vous devez lui donner et ça, c'est uniquement en l'écoutant réellement, pas en l'écoutant, entendre des paroles sortir de sa bouche. Non, vous devez vraiment l'écouter et naturellement, les questions que vous allez lui poser, ce sera pour la comprendre, ce sera en rapport avec ce qu'elle a dit parce que vous aurez naturellement envie de la comprendre. Vous allez lui poser des questions dans ce sens. Donc, ces conversations-là, ça doit être totalement naturel. C'est pour ça que je ne vous dis pas exactement ce que vous devez dire. C'est à vous de trouver en vous, selon la situation. En plus, sachant que vous avez des femmes différentes, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, alors que vous avez des femmes différentes, vous avez des situations différentes. Pour certains, votre femme a peut-être déjà signé les papiers du divorce, donc la situation est encore plus terrible. Pour d'autres, votre épouse est avec un autre homme, donc elle a encore beaucoup plus de méfiance. D'autres, elle a moins de méfiance, peut-être qu'elle vous accepte, mais veut quand même divorcer pour se sentir mieux. Mais elle vous respecte, elle vous aime encore. Probablement qu'elle vous l'a dit, mais elle a dit « je préfère quand même divorcer de toi ». Ou pour d'autres, vous avez des enfants en commun, des biens en commun, etc. Il y a beaucoup de situations diverses et donc je ne peux pas répondre à toutes ces situations. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un socle commun et le socle commun, c'est l'empathie. Et grâce à ça, vous pouvez tout faire, vous pouvez répondre à tout. Peu importe la situation, ça va se passer bien. Par contre, sachez que ça va prendre du temps, comme je l'ai expliqué. Restaurer la confiance, c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui dépend du point de départ. Est-ce que votre épouse vous détestait au départ? Est-ce que votre épouse avait réellement de la colère? Si c'est le cas, ça va prendre plus de temps pour restaurer la confiance. Si c'est moins le cas, elle était moins en colère ou elle n'était pas du tout en colère, ça va prendre moins de temps. Et ça dépend aussi de la perspective de votre épouse. Comment est-ce qu'elle perçoit les choses? Combien de temps ça lui prend pour modifier son état d'esprit, voir de nouvelles perspectives? Et aussi, ça va dépendre des occasions qui vont se présenter à vous. Comme je l'ai dit, ce sera dans les cas les plus difficiles quand elle va vous tester et que ce sera difficile, mais que vous allez saisir ces occasions justement pour lui montrer, vous allez saisir ces occasions tout simplement
et passer à travers, briser le mur, persévérer comme j'ai dit, donc percer le mur qui se présente à vous, qu'elle va vous mettre, qu'elle va construire en face de vous. Dès que vous allez faire ça, c'est là que son état d'esprit va changer totalement, va être modifié. Mais ça, il faut le faire à plusieurs reprises. Et si vous n'avez pas beaucoup d'occasions de faire ce point de force, de briser totalement le mur, ça va prendre un peu plus de temps. Mais plus ce sera éblouissant, incroyable, ce sera vraiment quelque chose, un défi que vous avez relevé, qu'elle pensait inimaginable de votre part, et plus ça va changer de son état d'esprit. Plus elle va vouloir vous revenir sur le divorce, elle va se dire, mais en fait cet homme est différent, c'est vraiment un nouvel homme, il est merveilleux. Comment ça va se passer si je me remets avec lui? Ça va changer totalement la donne. On pourra avoir un mariage totalement heureux, il peut me rendre épanouie. C'est à ce moment-là qu'elle pourra envisager de stopper le divorce. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas, je propose un programme pour vous accompagner dans cette quête, déjà pour changer qui vous êtes, pour devenir l'homme que votre femme souhaite avoir, mais aussi pour vous montrer comment faire pour vous réconcilier avec elle. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre un appel téléphonique. Vous avez le lien Calendly dans la description. Par contre, répondez à toutes les questions, complétez correctement tout ça et vous pourrez avoir je vais vous faire un coaching gratuit. N'hésitez pas, même ceux qui ne veulent pas forcément rejoindre le programme, je propose un coaching gratuit de 30 minutes. Si ça peut vous aider, tant mieux, j'en serai très heureuse. Et je vous dis à très vite.